Clic Sport, c'est toutes les semaines sur Clic TV, c'est votre nouveau rendez-vous où chaque semaine, on vous propose de vous raconter ou de vous faire découvrir une légende du sport, une légende sportive qui a marqué son temps, qui est peut-être encore en activité. La personne dont on va parler aujourd'hui, ce sportif, cette légende, on le surnomme Zizou. Vous l'avez compris, Zinedine Zidane. Et pour en parler, on est avec deux grands témoins qui l'ont connu, qui le connaissent de près ou de loin. Et on est ravis de les accueillir avec nous aujourd'hui, Roman Fressinet et Charles Bietri. Bonjour à vous deux. Bonjour. Deux profils opposés. Vous ne vous connaissez pas, donc je vais faire les présentations. Je vais présenter tout d'abord Charles, que j'ai bien connu, qui fut mon patron à Beansport, notamment. Je serais peut-être le sien. Et peut-être le sien un jour. Vous avez été patron des sports à Canal, à Beansport, un peu partout, entre autres. On va pas faire. C'est comme le palmarès de Zidane, on ne va pas être exhaustif, Charles, mais vous avez été partout et vous avez aussi eu des fonctions dans des clubs de foot. Vous avez été ancien président du Paris Saint-Germain aussi, on le précise. Pour Roman, qui est fan du PSG, c'est important quand même de rappeler cette précision-là. Et puis Roman, vous êtes la nouvelle pépite du foot, du stand-up. J'aurais aimé, j'aurais adoré être la nouvelle et pépite du stand-up français. Vous êtes un peu le Kylian Mbappé du stand-up aujourd'hui. Mais je pense et que d'ailleurs, je suis moins bon en blague qu'il est. Eh ben, regardez, parce que Charles ne vous connaît pas, donc on va essayer de vous présenter à travers d'une petite vidéo. C'était il y a quelques mois, c'était fin mai 2018, juste avant la Coupe du Monde, où vous avez évoqué notamment Zinedine Zidane. C'était dans Clic. Si Zinedine Zidane, en tant qu'entraîneur du Real Madrid, il veut Karim Benzema dans son équipe, je veux Karim Benzema dans mon équipe, parce que c'est Zinedine Zidane. Si on est au restaurant, il est avec moi, il prend un carpaccio, je prends un carpaccio. C'est Zinedine Zidane, c'est le meilleur joueur et entraîneur de l'histoire de l'existence. Je te jure, c'est pour lui rendre hommage que les ballons, ils sont ronds. Avant, les ballons, ils avaient des cheveux, ils les ont perdus quand Zidane, il a commencé à jouer avec. Je te jure, il est capable de jongler avec de l'eau, Zidane. Je te jure, s'il joue sur un terrain en béton, à chaque fois qu'il touche la balle, il y a de la pelouse qui pousse. Il a le numéro personnel de Dieu dans son téléphone. Il se tutoie, il se donne des nouvelles. S'il avait vécu, je te jure, il y a un documentaire là-dessus, il faut que tu le regardes. Si Zidane avait joué à l'époque des dinosaures, les dinosaures n'auraient pas disparu. La météorite, il l'aurait contrôlé, il l'aurait mis en profondeur pour Jupiter. Je te jure que c'est vrai, d'accord? C'est beau, Charles. Magnifique. La première fois d'ailleurs, Roman, que vous avez pu voir ou apercevoir Zidane à la télé, c'était quand? Parce qu'on rappelle, vous êtes très jeune. Ouais, moi je suis né en 94, moi. Vous avez 24 ans. 24 ans, exactement. Je pense que je me souviens pas exactement de la première fois, parce que déjà j'étais très jeune et c'est sûr que je l'ai vu passer avant, mais après il y en a qui m'ont marqué. Moi je sais que le but en finale de la Ligue des Champions, c'est un truc... Contre les Leverkusen. Ouais, c'est un truc marquant. Mais déjà, Zidane était sur toutes les bouches dès qu'on parlait de foot à ce moment-là. Vous aviez 8 ans à l'époque, hein. Ouais. Vous étiez très jeune déjà. Ouais, puis la situation, je me souviens, mon père travaillait beaucoup, puis c'est une soirée qu'on avait passée ensemble, il y avait juste mon père et moi. Et évidemment, on était pour le Real et pour Zidane en particulier. Ouais, parce que être pour les Leverkusen à ce moment-là, c'est bizarre. Impossible, c'est clair. Et puis il met ce but extraordinaire, et mon père, il a une calvitie aussi. Et moi, à ce moment-là, je suis un enfant. Et je vois, et j'ai fait un transfert. Moi, dans ma tête, c'est mon père qui a mis cette... tu vois, dans ma tête, c'est la même personne. Et en plus, je voyais dans mon père qu'il était fier, comme s'il avait mis ce but-là aussi, tu vois. Donc c'est un moment autant de famille, parce que c'est un moment, un souvenir super avec mon père, et en même temps, c'est un souvenir de foot extraordinaire. Mais je pense que c'est l'une des images les plus marquantes et où je suis le plus jeune dans le souvenir de Zidane, ouais. Et vous, Charles? Alors, ça remonte un peu plus. J'imagine de parler des jeunes sans arrêt, parce que sans ça, on va pas la faire, l'émission. Hein. On va pas donner les âges, on ne donnera pas nos âges, Charles. Ah, moi, c'est avant, oui. Est-ce que il est un peu insolent avec le sien. Zidane, la première fois que vous avez eu affaire à Zidane. La première fois que je le vois, c'est le premier match télévisé qui joue entièrement et qui est télévisé et que je commente. Sur Canal. Sur Canal. C'est un match Cannes-Auxerre, à Cannes. Auxerre gagne 3-0. Je ne vois absolument pas Zidane dans le match. Zidane, on le voit ici à l'écran. J'en ai... Parce que tous ceux qui ont vu à 15 ans, moi, je savais qu'il allait être le plus fort du monde, bien sûr. Moi, j'ai commenté son premier match. Zidane, jamais vu. Moi, j'ai vu Jean-Luc Sassus, qui allait très, très vite sur l'aile droite. Il y avait Durix. J'ai regardé Giroud avec son numéro sur le banc. Ils ont pris 3-0. Il a été... On en parlait la semaine dernière avec lui. Il a été très, très moyen. Très moyen, et le soir... Vous l'avez eu au téléphone, hein, vous l'avez oui, vous en avez parlé avec lui. De temps en temps avec les joueurs de foot, pas tout à fait ceux qui ont 18 ans ou 20 ans comme ce garçon-là. Et il lui a dit, il m'a dit, je suis rentré dans ma chambre ce soir-là, et j'ai pleuré de longues minutes parce que je me suis dit, je ne serai jamais joueur de foot. Il s'est trouvé nul. Je ne serai jamais pro, oui. Et puis le coach, Jean Fernandez, l'avait trouvé faible aussi. D'ailleurs, il l'a sorti de l'équipe et il est revenu que plusieurs mois après.
Il n'a jamais rejoué en première dans les semaines qu'on suivit, quoi. Ça, c'est au début des années 90. Il y a un moment fort dans sa carrière. Je parlais des premières fois avec Zidane, votre première fois avec Zidane, à la télé, hein, j'entends évidemment, Roman. Votre première fois aussi, Charles, avec lui. Alors, il y a quasiment 10 ans d'écart entre vos premières fois respectives. Mais celle-ci, elle l'a marqué Zidane dans sa carrière. C'est sa première en équipe de France. On va écouter. C'était à l'époque Thierry Roland et Jean-Michel Larquet aux commentaires. Zidane peut-être. Ah oui, bien joué. Passement de jambe. Attention, frappe. Et but. Oh, celui-là, il est beau. Ça, c'était son premier but en équipe de France. Première sélection, la frappe, elle est premier terrible. but contre la République tchèque. 2 buts. 2 buts. Il met un doublé et il entre dans ce match. Hein. Charles, est-ce qu'à ce moment-là, quand vous l'avez vu avec cette première en équipe de France, marquer ces 2 buts contre la République tchèque, vous vous êtes dit, ouais, là, on tient un phénomène? Non. Non, même pas? Non. Il met un but de la tête, il met un but du gauche qui sont jolis. Il vient de rentrer, il fait un bon match, parce que je me souviens que Cantona va lui donner le fanion du match, ce qui était un signe de respect de la part de Cantona, c'est assez fort. Mais je dis, ouais, c'est un bon joueur. Mais tous ceux qui maintenant disent, il va devenir Zidane, non, pas encore. Il n'y en a pas encore un qui pouvait dire, il va devenir Zidane. Il va devenir un bon joueur, oui. Un très bon joueur, oui, depuis l'âge de 19-20 ans, on peut dire, il va être un très bon joueur. Mais pas encore, là, pas encore. Mais l'anecdote de son premier match où il rentre dans sa chambre, il se trouve nul, et puis tout le monde est d'accord pour dire qu'il n'a pas été bon, elle est extraordinaire. C'est parce que ça ramène Les gens sont très forts pour dire à des gens que c'est des génies, comme si c'était inné, comme s'ils n'avaient pas de mérite dans leur succès, en fait. Alors que quand tu vois ça, tu dis, bah non, mais c'est du travail, en fait. C'est-à-dire que son premier match, il est sorti de là, il a pleuré tellement il se trouvait nul, et après, il a construit avec des efforts sa carrière. Souvent, on enlève du mérite. Tu as prononcé le vrai mot, hein, que lui prononce souvent. Travail. Mais bien sûr, travail. C'est pas génie qui est tombé comme ça. Mais bien sûr. Quand il jouait gamin, il ne savait même pas où le mettre, les entraîneurs. Fernandez, il l'a fait jouer arrière droit un jour à Saint-Étienne. Il y a un autre match où il me disait qu'il avait joué arrière gauche. Il a joué Guy Lacombe. Il a joué avec Guy Lacombe, qui était en fin de carrière à Cannes. Il a joué libéraux ce jour-là à Saint-Priest. Et il est mort de rire parce qu'ils avaient perdu 7-1. C'est vrai que c'est l'inverse de Mbappé qui est très fort, très jeune. Zidane, après ce premier match en 94, il fait un bon Euro 96 et c'est petit à petit où il arrive, et on va en parler dans un instant justement, à gagner sa place en équipe de France et gagner le respect de ses pairs en allant à Bordeaux, notamment en Ligue 1, avant d'aller à Turin. Moi, je trouve ça toujours important quand on replace le travail au cœur de la démarche, surtout quand on regarde des carrières comme celle-ci, qu'on ne dise pas aux gens que c'est juste du génie, qu'il est né un bon jour. C'est énormément de travail. Et c'est en ça où c'est encore plus impressionnant ce qu'ils font, en fait. Tu sais, à Cannes, donc, parce que c'est là que ça a commencé pour lui, après Septem. Oui, Septem et Vallon, dans le sud de la France. Que tu connais bien, son premier club. Le club dans lequel j'ai joué. Ils ont fait... il n'y avait encore pas de centre de formation à Cannes, mais sur les terrains, il a fait une fosse en sable, Gilles Rampillon, parce qu'à Nantes, on avait toujours une fosse en sable où on allait travailler. Un petit terrain grand comme 3 fois le studio, là, où on travaillait. Ben Zidane, il restait tout seul. Il mettait des plots de chantier, là, les rouges et blancs de travaux publics. Là. Il posait des ballons sur les plots et il faisait la ligne en tapant pour travailler ses reprises de volée. Et Gilles Rampillon, donc, qui était joueur de Nantes et en équipe de France et qui s'occupait des jeunes là-bas, lui dit, et un jour, je l'ai vu avec un ballon et il a fait sa roulette. Tout seul. Personne ne lui en avait jamais parlé. Et c'est là, dans cette fosse en sable, qu'il s'est mis à faire sa roulette tout seul, qui maintenant fait le tour du monde. Travail. Exactement. Justement, Charles, vous parlez de tour du monde. Roman, moi, on vient d'écouter les 2 premiers buts de Zidane dans l'équipe de France. Bon, vous venez de... 94, votre date de naissance, vous êtes né quand? En mai. En mai, c'était à peu près à cette période-là, je crois. Donc voilà, vous venez de naître et puis Zidane met ses 2 buts en équipe de France. Donc ces 2 buts-là, vous les avez vus sur Internet. Ouais. Et ça, vous aimez ça. Vous aimez vous repasser des gestes de Zidane auxquels vous n'avez pas forcément assisté en direct. Vous aimez les voir ou les revoir sur Internet, les réseaux sociaux. Et ça, c'est vrai qu'il y a pas mal de jeunes aujourd'hui, entre 15 et 30 ans, qui aiment se rappeler ou découvrir des gestes de Zidane sur Internet. Oui, parce que moi, j'étais très jeune quand il était vraiment... pendant toute sa carrière, j'étais très jeune, donc j'aimais le foot, mais je le comprenais pas beaucoup. Je me suis mis à comprendre la beauté du foot bien plus tard. Et donc, évidemment, je me suis retapé. Moi, ce que je fais souvent, mais on en parlait, je fais souvent, moi, avant de dormir, ou des fois où je suis stressé, je me mets des compilations
sur Internet de ses meilleurs contrôles. Même pas des buts. Alors souvent, quand on regarde des best-of de foot, on met des folles frappes, des coups francs. Moi, je mets juste des contrôles et il y a des compiles incroyables. Ou juste comment la balle s'éteint, ou comment... Mais c'est juste des feintes, en fait. Tu vois, il y a une intelligence de jeu. Grâce, presque, parfois. Moi, c'est ça qui me détend, en fait. Je le vois et je me dis, en fait, une musique classique. Exactement. Pour vous. C'est qu'en fait, n'importe quelle discipline, que ce soit faire du thé, du foot, quand tu arrives à un statut de maître, ou alors tu maîtrises ta discipline, à observer, c'est délicieux. Et moi, ça me détend, je le vois. On parlait de celle où Zidane lui lance, et il la contrôle. Contre le Danemark à Nantes. Incroyable. Et sur le contrôle, il efface, et c'est d'une élégance. Ça, je peux le regarder 4 fois. Je la connais par cœur. Vous l'avez bien fait d'ailleurs, le geste là. Ah, mais j'adorais, moi, le placer en match. C'est son premier but, ça. Non, ça c'était bien après, c'était au début des années 2000 quand il joue contre le Danemark avec l'équipe de France à Nantes. C'est un fameux contrôle où le joueur part à droite et Zidane effectivement part à gauche. Parlons justement de... Parce que son premier but, il fait aussi un fameux contrôle et un fameux lob contre Nantes, c'est pour ça que j'avais compris ça, contre David Marot. Et c'est son premier but en pro. Je veux dire, c'est pas un but de raccro du talon, quoi. Zidane joueur, justement. Donc il y a eu Cannes, il y a eu Bordeaux. Mais on va redécouvrir le palmarès de Zidane joueur et entraîneur. C'est un palmarès complètement dingue. Alors l'écran n'était pas assez grand pour qu'on puisse rentrer tout le palmarès de Zidane. Donc on n'a pas été exhaustif. Mais on a, en tant que joueur, regardez, il a gagné le plus beau trophée. Hein, Coupe du Monde, Championnat d'Europe, Ligue des Champions, Ballon d'Or. Et puis en tant qu'entraîneur, 3 Ligues des Champions, des Super Coupes d'Europe, des Coupes du Monde des clubs. Quelle image, où il se situe aujourd'hui pour vous dans l'histoire de ce sport? Vous parlez de maître, vous, Roman. Ouais, parce qu'il y a certains aiment bien s'amuser à dire voilà, le meilleur joueur de l'histoire c'est Pelé, le meilleur entraîneur de l'histoire c'est un tel. Aujourd'hui, lui, il a les deux. C'est le seul d'ailleurs de l'histoire du football, de ce sport, à avoir été élu la même année, pas la même année, mais avoir été élu sur une année meilleur joueur et meilleur entraîneur du monde. C'est hallucinant, franchement. Ouais, moi après j'ai du mal à essayer jeune, hein, C'est ça en fait. Donc il y a ce côté. Moi j'aime le statut de maître parce que c'est un statut dans lequel on met des gens extraordinaires et après on les met pas en comparaison. Ouais, moi je sais pas de partir à qui était le meilleur. Est-ce que c'était Pelé? Est-ce que c'était? Je me dis ces gens-là ont atteint un statut où ils sont très difficiles à différencier. Ça devient des affinités en fait. Sure. Comme les comédiens. Exactement. Je ne veux pas aller dire maintenant, je sais pas, Michel Simon et Depardieu, quel était le meilleur. Ça veut rien dire. C'est exactement. Ça veut rien dire. Je préfère me dire ils ont atteint un statut où ils sont légendaires. Et puis ce qui est fou, c'est que c'est une légende active. Et puis tu le dis, il est super jeune en fait. Parmi les entraîneurs, je pense que ça doit être un des plus jeunes. Mais vous, Charles, vous avez connu ces différents joueurs dont on parle, Maradona, Pelé, vous avez approché de près aussi. De très près. De très près en plus. Zidane aussi. Je suis fier d'avoir joué avec Pelé. Mais je suis obligé de le dire. Ah ouais. Je suis fier d'avoir fait un match avec Pelé. Un autre avec Cruyff aussi. C'est beau. Moi, j'ai joué un jour avec un pote à moi qui s'appelle Thomas, mais ça. C'est pareil. Mais il a échoué de peu, il paraît. De pas loin, il s'est fait le Non, mais c'est vrai, quelle trace il laissera et qu'il laisse déjà dans ce sport, dans l'histoire de ce sport, Charles? D'abord, il n'a pas fini. Déjà. Il n'a pas fini. Et ça, c'est quelque chose qui tourne dans nos têtes à toutes. Joueur, OK, il est dans les 5 meilleurs du monde, il a été au-dessus. Entraîneur, c'est déjà à la limite de l'exceptionnel, ce qu'il vient de faire. À la limite seulement, parce qu'il gagne 3 C1, 3 Ligues des Champions à la file, ça c'est hallucinant. Mais il perd aussi 2 fois le championnat d'Espagne, ce qui en Espagne n'est pas rien. Mais d'avoir enchaîné, même s'il y a eu 10 années de trous, la carrière de joueur et la carrière d'entraîneur au plus haut niveau, c'est exceptionnel. Et la manière dont il a géré ce vestiaire, pas que le vestiaire, justement. Il a géré le Real Madrid, mais pas que le vestiaire. Il me racontait à quel point c'était un bonheur pour lui d'être entraîneur et d'avoir à gérer justement toutes ces vedettes. Que c'était difficile parce que c'est 25 histoires différentes, c'est 25 égos différents, c'est 25 personnes à qui il faut parler différemment. Et il racontait que dans le vestiaire du Real, il y a 2 tiers des joueurs auxquels il ne parlait pas parce qu'il n'y avait pas besoin. Et il y avait 1 tiers des joueurs où il disait, à chaque fois, il fallait que j'aille donner des consignes précises, être très explicite, être très, très précis. Et il a réussi. Il a réussi. Mais il a réussi et il explique, parce que, en dehors d'être timide, il est super modeste, il dit, j'ai réussi parce que tous ces joueurs-là avaient envie de jouer et avaient envie de travailler. Il dit, tu ne peux pas t'imaginer un garçon comme Ronaldo, quel bonheur de le voir à l'entraînement, parce que il se bat comme un malade. Il a réussi à le mettre sur le banc.
Ah, ça, c'est quand même incroyable. Il a réussi à lui dire il faut que tu t'économises, en fait. T'as plus 23 ans, Ronaldo. Si tu fais tous les matchs, on va pas gagner. Mais quand c'est Zidane qui vous le dit, Bah ouais, mais c'est Ronaldo. Vous êtes obligé de dire OK. Et le gars, c'est une bête de travail, c'est une bête de performance. Tu te dis, le gars, il veut tout jouer, il veut tout croquer, il veut tout manger. Ça prend quand même quelqu'un pour lui dire, en fait, si tu veux tout prendre, il y a des fois, il faut que tu te reposes, et il a réussi à le faire. C'est là que tu vois qu'il a une... Tu sens que les qualités humaines du monsieur doivent être extraordinaires. C'est sûr que... Oui, mais justement, en fait, Charles, vous en parliez à l'instant, timidité, OK, modestie. Franchement, quand vous l'avez vu terminer sa carrière en 2006, donc vous aviez 12 ans à cette époque-là, donc vous aimiez le foot vraiment déjà, Roman, est-ce que vous imaginiez qu'il aurait pu devenir entraîneur derrière? Parce que honnêtement, moi pas. Charles, je vais avoir votre avis dans un instant. L'entourage de Zidane aussi, certains n'y croyaient pas trop. Et il est devenu entraîneur de haut niveau et de très haut niveau derrière, 10 ans après. Je sais pas, moi, on dirait que ça me surprend pas. Moi, je pense que, je sais pas, il y a une... Par rapport à sa personnalité, je parle pas par rapport à son talent ou sa vision du foot. Il a une autorité naturelle, en fait. Il y a une autorité naturelle. Je pense qu'en peu de mots, il doit tout dire, ce monsieur-là. Et je crois qu'il ne l'avait pas, tu vois. Ah, c'est quelque chose qu'il a gagné? Oui, de tous ceux à qui, évidemment, c'est une question qu'on pose, surtout à mon âge, dis-le, surtout à mon âge. Surtout, bah oui. À ceux qu'on rencontre. Est-ce que vous pensiez qu'il pouvait devenir entraîneur? Il y en a qu'un qui m'a dit oui, c'est Laurent Blanc. Ah oui. Laurent Blanc m'a dit oui, je pensais qu'il pouvait devenir entraîneur. Et puis il y en a un autre, qui m'a dit c'est pas sûr, c'est Zidane. Parce que Zidane m'a dit moi, j'avais pas vocation à être entraîneur, j'avais vocation à être joueur. J'avais pas vocation à être entraîneur. Mais quand j'ai fini ma carrière de joueur, que j'ai entendu, que j'ai lu, que les guignols, que tout le monde disait « je ne sais pas parler, je suis analphabète, j'arriverai jamais à diriger d'autres, je suis un benet », il dit « ça m'a touché, ça. Ça m'a touché. J'ai dit « je vais travailler, je vais leur montrer ». Et il a travaillé, il a passé ses diplômes d'entraîneur. Ensuite, il est allé à Limoges faire son diplôme de management. Et après, il est allé bosser aussi au Real Madrid. Au Real Madrid, il est allé adjoint dans le Celotti, il a pris la réserve avant de prendre la première. Et tout ça, c'était du travail. Et il avait ça dans les yeux. Il voulait arriver. Et donc, cette autorité que tu appelles naturelle, pour moi, je crois qu'il l'a gagnée. Il a gagné en bossant. Et on revient à ce que tu disais, en travaillant. C'est ça. Après, si c'est quelqu'un d'extrêmement déterminé, alors forcément, le respect se gagne juste par les efforts qu'il met et les résultats qu'il va chercher avec ses efforts. Mais c'est vrai que, après coup, c'est facile pour moi de dire oui, il aurait pu faire entraîneur. Mais c'est vrai que si même lui doutait... Et pourquoi il a aujourd'hui cette aura, cette grâce qui l'entoure? Parce qu'il y a eu ce moment de grâce, justement, et vous y étiez d'ailleurs au Stade de France. Charles, on réécoute, c'était le 12 juillet 98. Équipe de France. Corner rentrant, il est bien frappé au premier poteau. But de Zidane sur ce premier corner français place un coup de tête magistral et ouvre le score alors que l'on joue depuis 27 minutes. Vous étiez au Stade de France ce soir-là avec Thierry Gilardi. Vous aviez commenté ce match, cette finale, Charles. Sur les 40 minutes de la première période, il est dans un moment de grâce. Le ballon lui arrive à cet endroit-là les deux fois pour qu'il donne cette Coupe du Monde à l'équipe de France. C'est pas le hasard, si je peux me permettre, Karim. C'est pas le hasard. Ça avait été énormément travaillé. Parce que les Brésiliens, avec un soupçon d'arrogance, pensaient qu'ils n'avaient rien à craindre du jeu de tête de Zidane, parce qu'il y avait De Sailly, parce qu'il y avait Laurent Blanc, il y avait du monde à prendre sur les balles aériennes. Donc Zidane, il dit, il ira pas. Et donc, il l'avait laissé. Et Aimé Jacquet et Didier Deschamps, les deux entraîneurs de l'équipe de France de 98, eux avaient ciblé ça, que les Brésiliens mésestimeraient le jeu de tête de Zidane. Et ils avaient préparé des coups et des corners pour Zidane. Et quand il met les deux buts de la tête, évidemment, il faut les mettre, les deux buts de la tête, c'est pas nous qui allions les mettre. Hein. Mais ça a été aussi travaillé avant. Et alors, c'est vrai que c'est un moment de grâce, mais honnêtement, des moments de grâce de Zidane, j'en ai vu d'autres. Je ne sais pas si on va en parler, mais d'autres matchs. Le France-Brésil de 2006, il est meilleur.
le Bordeaux-Milan de 3-0 avec Bordeaux en Coupe d'Europe, il est encore plus exceptionnel. Après marquer 2 buts en finale de la Coupe du Monde, ça reste. C'est stupide de dire que c'est pas exceptionnel. Justement, vous êtes frustré, Roman, de ne pas avoir vu en direct cette finale? Vous aviez 4 ans, c'était peut-être compliqué de s'en souvenir, mais... Je l'ai revu. Ouais, mais c'est peut-être frustrant, non? Vous auriez aimé être un peu plus vieux, peut-être? 4 ans de plus? Je sais pas, parce qu'en même temps, j'étais un enfant, et je pense que quand t'es un enfant, tout devient plus magique. Donc, moi, il y avait quelque chose de magique à cette époque-là, même si j'avais pas vécu le match, etc. Tous ces joueurs-là, il y avait une dimension héroïque. Par exemple, là, on le vit, on est champion du monde là, c'est extraordinaire, je suis très heureux, mais je suis plus un enfant. C'est-à-dire, je peux pas... Je le vis pas de la même manière que là. Enfin, je me souviens, 3 ans après la Coupe du Monde, on est à 1 an de celle d'après, où bon, elle est très moyenne, mais je suis déjà... Enfin, c'est magique pour moi, en fait. Et puis c'est la première qu'on gagne. Donc non, en fait, moi, je suis très heureux que toute cette période-là, j'ai été enfant. Parce que tous les matchs, tous les beaux gestes, je les revois. Ça, je peux les revivre. Mais quand je compare mon sentiment avec la Coupe du Monde qu'on gagne cette année, je suis trop adulte pour l'apprécier comme je l'apprécie enfant. On a réécouté le premier but marqué en finale de Coupe du Monde. C'est vrai qu'il avait ce don-là aussi, Zidane, en tant que joueur, Charles et Roman, d'être prêt le jour J, d'être bon au moment important de la compétition. En finale de Coupe du Monde, 98, vous l'avez dit, Charles, contre le Brésil en 2006, en quart de finale, en finale aussi contre l'Italie, même si ça se termine un peu plus mal, et on va en parler dans un instant. Il ne choisissait pas ses matchs, c'est pas ce que je dis, mais il savait qu'il fallait être bon à cet instant. Et ça, c'est un don aussi, Charles. J'avais à faire 4 fois que je dis la même chose. C'est pas un don, c'est du travail. C'est du travail. C'est un travail. Il a fait un travail physique colossal, ce garçon-là. Quand il avait 14 ans et demi, quand M. Varro va le chercher sur le match Saint-Raphaël Septem. Septem-les-Vallons. C'est un grand échalas un peu dégandé qui ressemble à pas grand-chose. Et il va se mettre à travailler physiquement. C'est quand il a débuté en pro pour de bon à la Cannes, il y avait ce que nous, dans notre jargon, on appelait le test de Cooper, enfin un gros truc physique, quoi. On va dire un gros footing. Il y a eu 2 premiers ex-aequo. Hervé Renard, qui maintenant est sélectionneur du Maroc, voilà, et Zinedine Zidane. C'est-à-dire que 3 ans plus tard, il était physiquement au-dessus de tous les pros parce qu'il avait bossé. Et donc, quand on dit il est prêt pour les grands... Oui, il est toujours prêt, parce qu'il est toujours fort. Moi, j'avais vu un truc où... je ne sais pas si c'est lui qui en parlait directement ou quelqu'un d'autre, mais quand son arrivée à la Juve, ou en termes de travail... C'est lui qui en parle, je pense. Où il dit en termes de travail, c'est une autre dimension. Et que ça a tout changé, en fait, dans Il a même expliqué que lors de son premier entraînement avec Turin, il a vomi à la fin de l'entraînement. C'était tellement dur physiquement à l'étranger, il est arrivé de Bordeaux, il a vomi à la fin de l'entraînement parce que c'était trop dur. C'est une des phrases qu'il dit de temps en temps quand il est avec des copains, c'est que après l'entraînement physique en France, tu vas prendre ta douche. En Italie, tu vas vomir. Mais c'est représentatif du travail, du niveau d'investissement. Et puis les résultats, ils suivent après. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de secret. On aime bien essayer de trouver des secrets, mais c'est juste des gens qui ont travaillé plus que les autres. J'aimerais qu'on revienne sur le Zidane entraîneur, parce qu'on en a un petit peu parlé en substance tout à l'heure, mais on va voir un extrait dans un instant de la première finale de Ligue des Champions qu'il dispute avec le Real Madrid. Il est dans le vestiaire du Real, à la mi-temps du match contre l'Atlético, et c'est un moment important et qui nous permet à nous de nous dire, voilà, ok, Zidane était... comme ça, en tant que joueur, quand il répondait à des interviews, dans la relation avec certains journalistes ou même avec certains joueurs. Et ça, c'est le nouveau Zidane en tant qu'entraîneur, en tant que meneur d'hommes. Écoutez. Porque tocamos, como, y luego el gol es esto. Jugamos por fuera, centro, y al raso y marcamos. L'única cosa, nosotros tenemos que meter un poquito más amplitud, ¿vale? Y ritmo. Pero no jugar mucho dentro. Lo que tenemos que hacer de un lado a otro, ¿de acuerdo? Y luego, defensivamente, duelos. Meter un poco más de pierna y ya está, nada más. Y seguir trabajando, porque tenemos que sufrir, es una final, sufrimos, pero siempre con la serenidad. Nosotros pensar que va a llegar otra vez el gol, ¿de acuerdo? Vamos.
Alors oui, on va dire que c'est un discours classique d'un entraîneur à la mi-temps d'un match, mais c'est un discours qui a porté ses fruits puisque le Real a gagné la Ligue des Champions derrière, c'est sa C'est première. celui où Ramos il égalise à... Contre l'Atlético, non, oui, contre l'Atlético, lui, exactement. Et du coup, on se dit, là, c'est pas le Zidane que l'on connaît en interview quand il était joueur, Charles. Il y a deux Zidane, le Zidane joueur, le Zidane entraîneur. D'abord, premier point, c'est quand même pas sa langue. C'est pas sa langue, c'est en espagnol. Alors certes, oui, il vit en Espagne depuis le début des années 2000, ça fait quasiment 20 ans, mais effectivement, il le maîtrise parfaitement. Il a à faire passer une dizaine de messages. Il parle à un groupe de 15, 18 personnages stars et tout. Et moi, c'est ça qui me frappe. J'adore son costume et sa cravate qu'il mettait à chaque fois quand il était entraîneur. Parce que ça fait partie de son discours. Il avait toujours son costume, sa chemise, sa cravate prête juste avant le match. Il s'habillait comme les joueurs. Et ça fait partie du discours qu'on vient de voir. Moi, je n'avais jamais vu cet extrait-là. Je suis baba. Parce que c'est tellement intelligent ce qu'il dit. Et tu sais surtout qu'il parle à des gens intelligents. C'est pas allez les gars, en deuxième mi-temps, on leur rentre dans la gueule, hein, et puis c'est fini maintenant. Non, c'est pas ça du tout. C'est un discours entre le maître et les élèves, mais sachant que ce n'est pas des élèves de 6e, c'est des élèves d'Hippocagne. C'est formidable, je trouve. C'est beau, Roman, de voir un Zidane aussi expressif. C'est clair. Après, moi, je pense que c'est sûr que sa relation... tu parles pas de la même manière avec des gens avec qui tu travailles et t'entraînes et t'as un objectif commun que quand tu parles aux médias. Moi, je pense que ça a été une de ses grandes forces aussi, une forme de discrétion dans les médias. C'est-à-dire que Zidane, c'est un footballeur, seul son football devrait faire parler de lui, finalement, en fait. C'est ce qui l'arrange le mieux, être discret sur le reste. Ça ne regarde pas, en fait. Donc, une forme de... Je me concentre sur le football. Si on parle football, je vais Sauf que lui, c'est une rockstar. Zidane, par son talent et ce qu'il a donné à la France, il a eu ce statut presque de rockstar. Il était paparazzé, et on va en parler dans un instant, par aussi des paparazzis, justement, et des photographes, parce que c'était la star du ballon rond. Mais moi, je trouve que ça fait partie de la légende, cette espèce de discrétion, en fait. Je trouve que ça fait partie de... Ça me permet de rêver Zidane. C'est mieux que je rêve Zidane. Et puis, l'humain, sa vie le regarde, tout ça, ça le regarde. Moi, j'ai la chance qu'il m'offre du football à regarder, c'est ça que je vais consommer. Après, ce qui lui arrive personnellement dans sa vie ou en dehors, c'est pas des choses personnellement qui me regardent. Moi, le mot rockstar, il est bien parce qu'il était rockstar pour nous, mais pas pour lui. Pas pour lui, c'est ça. Pas pour lui. Justement, parlons de cet aspect en dehors des terrains, parce que effectivement, c'est une personne qui phagocytait l'attention de tout le monde, et même des gens qui ne s'intéressaient pas forcément au foot. Zidane, il est connu de tout le monde. C'est aussi sa force de ceux qui n'aiment pas forcément le foot et le ballon. Zidane était célèbre et connu. On a intitulé ça Zidane et la pop culture, parce qu'il a fait plusieurs choses dans sa carrière, et il en fait encore. C'est vrai qu'il a fait plusieurs pubs, Zinedine Zidane, certaines qui ont été célèbres, quand il mettait d'abord la jambe gauche, ensuite la jambe droite, je ne sais plus dans quel ordre, mais c'était aussi surprenant de le voir, Charles, apparaître dans certaines pubs, alors qu'il n'aime pas forcément être exposé, Zidane. Oui, sauf que ça a quand même souvent été des bonnes pubs. Il a quand même ses conseillers, Alain Migliasso, son agent, son frère aussi, je trouve, ont été relativement intelligents. Il a fait 2-3 pubs pour de l'argent, qu'il n'aurait pas fait, mais il a fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, de sa pub pour Dior. Pour Dior, on voit que ses yeux. On ne voit que ses yeux, et en dessous, c'est marqué Dior ou je ne sais pas quoi. Et là, on s'aperçoit qu'il a des yeux absolument extraordinaires et qu'il est fascinant. Et si je me souviens bien, il n'y a pas de son sur cette pub-là. Et c'est là où on s'aperçoit aussi que son silence, il est charismatique. Même son silence, il était charismatique, parce qu'il a pas parlé beaucoup, Zidane, c'est vrai, mais quand on allait le côtoyer, quand il fallait faire interview, n'importe quoi, on ressortait toujours avec un petit quelque chose. Parce qu'on était venu chercher la grande phrase, il aurait dû la mettre à gauche, machin, la polémique et tout. Jamais rien de ça. Mais il y avait un petit bout quelque part qui était une pépite. Ouais, moi je trouve que son silence, entre guillemets, il fait partie de la légende. Complètement, ça construit le personnage. Et puis surtout, je trouve que de ce silence-là, il y a quand même une humilité énorme qui transpire. C'est ça, en fait. Je pense que n'importe quel... je dis n'importe quel, mais beaucoup de gens, s'ils avaient fait le quart de ce que Zidane a fait, mais ce serait le premier à crier partout, haut et fort, qui sont au quart de ce que Zidane a fait. Alors que ce monsieur-là,
Moi, je trouve que son silence, je le répète, mais ça fait partie de la légende. Ça transpire l'humilité et le travail, justement. Ça transpire le « je sais pourquoi j'ai ces résultats, j'étais là quand il fallait faire les efforts pour les atteindre ». Il y a toujours quelque chose où tu as l'impression qu'il veut nous ramener au fait de « je suis un être humain, arrêtez de me faire de moi quelqu'un qui est plus qu'un être humain. Je suis un être humain qui a travaillé fort. » Parler de silence, Charles et Roman, ou de sa timidité, parce qu'on en parlait il y a quelques minutes, c'est vrai que les Guignols, et c'était le but des Guignols de Canal, oui, caricaturer, plus que se moquer, caricaturer Zidane. Et c'est vrai qu'il le faisait passer pour quelqu'un de plutôt trivial, pour être gentil, quand il parlait avec son sélectionneur Aimé Jacquet ou avec ses coéquipiers. Est-ce que ça le touchait aussi alors, oui, c'est une caricature, mais il n'était pas vraiment mis en valeur dans cette émission-là. Forcément, ça le touchait. Je ne sais pas exactement. Papin, par exemple, je sais, parce qu'on en a parlé souvent, que ça l'avait énormément touché et meurtri. Il y en a d'autres, sans doute, qui ont été meurtris. Lui, quand il explique qu'il est devenu entraîneur pour faire rendre gorge à tous ceux qui se moquaient de lui, il y a forcément les Guignols dans le tas. Hein. Et donc il a dû être touché. Enfin, je ne sais même pas, il a été touché, évidemment. Je parlais de Zidane, la rockstar, Zidane et le showbiz, entre guillemets. C'est vrai qu'il avait plusieurs amis qui n'étaient pas forcément issus de son monde, hein, le monde sportif. On pense à Jamel Debbouze qui fait le même métier que vous, Roman, sur la scène. Il est très ami avec Jamel, qu'il avait d'ailleurs plusieurs fois accueilli sur scène. Ça doit être le rêve pour un acteur ou quelqu'un qui fait du théâtre d'être ami avec Zidane. Même si effectivement il n'est peut-être pas très expressif. Ouais, c'est clair. Mais ça doit être extraordinaire. Ouais, après ça devient de l'humain. Alors évidemment, si un jour on il faut que vous soyez fan avec, si on est ami avec Mbappé, par exemple. Et puis, ouais, mais faut que ce soit dans les deux sens. C'est-à-dire que l'amitié, pour moi, c'est pas quelque chose qui se fait dans l'image. Ça veut dire que si évidemment, humainement, je le rencontre... je vais être très heureux si on s'entend bien, tant mieux. Mais c'est-à-dire que c'est pas ça que pour moi, il a déjà fait assez pour moi, en fait. Je veux pas. Sans le connaître personnellement. C'est ça. Je veux pas des amitiés qu'on porte comme des bijoux. Je veux pas dire je suis ami avec Zidane et je porte ça autour de moi. Je dis non, mais ce monsieur-là, il fait sa vie. Si ça arrive naturellement, alors c'est magnifique. Mais je serais heureux qu'on soit amis, qu'il ait fait ce qu'il a fait dans sa vie ou pas. C'est pas comme ça que je vois l'amitié. Mais c'est clair que évidemment. Quand c'est quelqu'un que tu portes en plus dans ton cœur et que vous avez une belle relation, tu dois être encore plus heureux de tous les succès qu'il a dans sa vie, évidemment. Moi, je peux dire que je suis ami avec Roman Fressinet ou pas avec plaisir. Autour de moi. Avec plaisir. Ça, c'est cool. Moi, je trouve que tu devrais faire du stand-up. Je vais essayer. Il en fait un petit peu, je crois. En ce moment, il le fait. C'est un hobby pour lui. Mais moi, je me dis, le kiff, c'est, imagine, t'es dans une salle, t'es Jamel. Donc déjà, t'es Jamel, rockstar de l'humour et tout. T'arrives et là, t'amènes sur scène Zidane. Mais tu sais dans quelle ébullition tu mets les gens. C'est surtout que le gars qui a payé son billet ce jour-là, il doit être refait. Non, mais il est content. Mais les gens, tu peux faire n'importe quelle blague après. Les gens, ils ont vu Zidane. Tu vois ce que je veux dire? Tu l'as amené sur scène. Tu te dis, mais pour le spectacle, c'est génial. C'est vrai. Il avait quelque chose d'important aussi au cours de sa carrière et toujours aujourd'hui, cet engagement en faveur d'Ella, une association. Charles, et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui le tenait vraiment à cœur, qui le tient à cœur encore aujourd'hui. En tous les cas, c'est quelque chose qui est sincère. Moi, c'est tout ce que je lui demande. Et ça pourrait être Ella, ça pourrait être l'Arc, ça pourrait être ce qu'on veut. En tous les cas, là-dessus, il n'y a aucun doute, il est sincère. Donc il n'y a pas de débat. Parce qu'on sait très bien qu'au niveau des gens qui baignent dans le végétariat, on va se faire voir, ou on fait semblant, ou si on a de l'argent, on met quand même un chèque, et que dans le cœur, il n'y a rien. Là, dans le cœur, il y a beaucoup. Zinedine, ça c'est sûr. Sauf que c'est même surprenant, parce qu'on parlait de Jamel Debbouze, c'est vrai que Jamel a souvent pris la parole quand il s'agissait de parler parfois de politique, parce qu'il sait que c'est un personnage très suivi et qui peut être influent aussi auprès des jeunes, pourquoi pas. C'est vrai que Zidane s'est souvent gardé de donner son avis, politiquement parlant, Charles, ou même socialement. Et est-ce que ça, il aurait pu ou il aurait dû le faire, Zidane? Parce que dans l'extrait que vous avez et qu'on a diffusé il y a quelques minutes, vous dites s'il est au restaurant et qu'il prend un carpaccio, je prends un carpaccio. Ben là, c'est presque pareil, finalement. Si Zidane s'exprime politiquement parlant, pour donner, je ne sais pas, son vote à telle ou telle politique ou telle personnalité, peut-être que ça peut influencer les jeunes. Est-ce qu'il aurait dû, il aurait pu le faire? Alors, moi, je pense que non, qu'il fait ce qu'il veut s'il a envie de le donner. Mais comme tu dis, ça influence beaucoup de gens. Donc,
Donc je sais pas. Et puis c'est pas ce qu'on attend de lui. Pareil, ça appartient selon moi au domaine privé un peu. S'il veut le faire, il est libre de le star, faire. c'est une telle légende, une telle icône qu'aujourd'hui, ou même à l'époque, S'engager sa politiquement, ouais. parole était importante. Est-ce que vraiment elle aurait été importante? Est-ce que vraiment, d'abord, elle aurait été juste? Ce qu'on ne sait pas. Est-ce que vraiment elle aurait fait du bien à la vie du pays? Et avec son aura et son image, ça fait peut-être aussi partie de son travail ou pas, Charles? Non, pas Non, en forcément. tout cas, moi, j'irai pas mettre le bulletin de vote que je mets dans l'urne. Je ne mettrai pas en fonction des rockstars qui ont dit il faut voter pour un tel ou pour un tel. Sûrement pas, jamais. Non, mais au-delà de ça, quand le pays a un problème, c'est vrai que Jamel s'exprime quand le pays a un souci. Est-ce que Zidane aurait pu aussi... Après, je pense que le rôle de Jamel aussi, sa profession, c'est parler à Jamel. Ouais, oui, et donc sur scène. Et réunir les gens, et ça a quelque chose de très social par nature, le stand-up. Alors que même si le foot, ça réunit, etc., évidemment beaucoup, je pense pas que c'est là... On peut, évidemment, moi, j'aime beaucoup tout ce qui est fait pour combattre le racisme autour du foot, etc. Mais alors, s'engager politiquement... je ne sais pas si c'est la meilleure chose. Puis, comme très bien dit, on ne sait pas si sa vision aussi... en fait, je sais pas ce que ça changerait. Moi, je pense qu'il a raison d'être discret là-dessus. Alors, il s'est engagé, je le disais pour Ella, la lutte contre le sida aussi, avec ce fameux clip Love United, on va voir quelques extraits d'ailleurs, écrit par Pascal Obispo et Youssou N'Dour. C'était déjà une révolution, parce que ce jour-là, dans ce clip-là, il y avait plusieurs stars du foot à l'époque. Des images et ce clip créé à l'époque par Pascal Obispo. Une autre chanson lui a été consacrée, toujours écrite par Pascal Obispo. Alors là, le titre évocateur, hein, Zinedine. Clairement, il a une chanson à son nom, Zidane. Il le méritait bien, et on sait que Pascal Obispo est très fan aussi de Zinedine Zidane. On l'écoute. Tant de visages qu'on éclaire pour des héros éphémères. Le tien place les étoiles, brille pour nous ouvrir le bal. Nous ouvrir le bal. Pour qu'il prenne son envol, le monde a besoin d'idoles. Besoin d'idoles. Loin des haines qu'on étale et des affiches qu'on colle et qu'on décolle. Allez, Zinedine, comme quoi les hommes rêvent encore. Allez, Zinedine, comme quoi tout espoir n'est pas mort. Allez, Zinedine, comme quoi l'amour n'est pas fini. À quoi peut tenir une vie? Tenir une vie. Zinedine de Pascal Obispo en 2003. C'est la classe d'avoir une chanson à son nom, son prénom. C'est vrai que son prénom est un prénom qui n'était pas forcément commun en France. Tout le monde le surnommait Zizou. Mais Zinedine, ses amis l'appellent Yazid, parce que c'est son deuxième prénom, Roman et Charles. Mais lui, il tenait beaucoup à ce qu'on appelle Zinedine. Et c'est vrai que ce nom-là, ce prénom-là, est aujourd'hui un prénom hyper démocratisé, entre guillemets, et presque légendaire, j'allais dire. C'est un peu ça. Bah, c'est clair. Mais le nom Zinedine, il y en a qu'un, tu penses tout de suite à lui. Il n'y en a pas beaucoup d'autres. Ah ouais, c'est lui direct. Et Mbappé, il aura ce problème-là, c'est que des Kevin, il y en aura d'autres. Kylian. C'est peut-être son deuxième prénom, Kevin, je ne suis pas au courant, mais Kylian. Zidane et sa famille, ça aussi, c'est un élément important, parce qu'il a une famille de footeux, tous ses enfants jouent au foot, on va avoir une photo d'ailleurs. C'est vrai que c'est un socle important pour lui.
la famille. Il est avec Véronique Zidane depuis l'époque de Cannes. Ils ont eu 4 enfants, Enzo, Lucas, Elias et Théo. On voit Enzo tout en haut au-dessus de lui, Lucas qui est à la gauche de sa maman Véronique, et puis les enfants, ça c'était en vacances. Il a posté ça sur son compte Instagram. Il est fier de sa famille, Zinedine Zidane, fier que ses enfants jouent au foot, pratiquement tous passés par le Real Madrid, tous passés d'ailleurs par le Real. C'est un élément qui lui a aussi permis d'avoir cette carrière-là, qui lui permet d'avoir cette carrière-là, Charles. En démarrant de son père, parce que si la famille est quelque chose d'important pour lui, maintenant, cette famille que là on connaît et qu'on voit, c'est parce qu'il y a eu son père et sa mère, et essentiellement son père, dont il parle très très souvent. Il dit toujours, il m'a inculqué la valeur du travail. Il m'a inculqué la valeur du travail. Et c'est vrai que c'était un drôle d'exemple quand même, son père, hein, qui part de la petite Kabylie en sachant pas faire grand-chose et qui va réussir à venir en France, à avoir du boulot, à épouser celle qui allait être sa femme, donc la mère de Zinedine, à bien élever, il avait quoi, trois garçons et une fille, à bien les élever et à bien s'occuper de lui, parce que c'est lui qui en fait un footballeur professionnel, le père. Parce que bon, on peut parler des entraîneurs, Rampillon, Lacombe, Fernandez, Primorac et tout, mais au départ, c'est le papa qui dit, qui refuse différentes choses et qui dit, bon, ok, je suis d'accord, il va aller à Cannes, parce qu'à Cannes, on lui a promis qu'on allait bien s'occuper des jeunes, qu'on allait faire un centre de formation, ce qui n'existait pas à ce moment-là, qu'il était qu'à 1 heure de la maison. Et il a beaucoup réfléchi, le père. Un jour, il a fallu que Gilles Rampillon et M. Varro, qui est celui qui j'allais dire son père spirituel, je ne sais pas, ça ne veut rien dire. En tout cas, le monsieur qu'il adorait et qui est décédé pendant la Coupe du Monde 2006. Ça, si on voit les images du but contre l'Espagne de Zinedine, il est comme ça, c'est parce que vient de décéder ce monsieur qui, quand il avait 10 ans, l'avait trouvé. Eh bien, son père, c'est lui qui a décidé qu'il partait à Cannes. Et c'est un moment capital. Et après, son père, on le voyait souvent au match. Moi, j'ai parlé plus au père qu'au fils. Parce que le père, il venait toujours me voir en disant « Hé Charles, j'ai encore regardé cette semaine la cassette du match d'Auxerre. » Non, mais c'est vrai qu'on le voit, et c'est assez surprenant de voir que tous ces enfants aujourd'hui sont des footballeurs. D'ailleurs, Lucas, qui est gardien de but au Real Madrid, et a priori a un avenir prometteur parce qu'il est déjà dans les équipes de France de jeunes. C'est génétique, on a l'impression, c'est inné. C'est-à-dire que si Kylian Mbappé fait un enfant, vous l'avez déjà dit dans vos différents spectacles, c'est vrai, il aura des enfants peut-être footballeurs comme lui. On voit la même chose avec Kylian Mbappé, c'est-à-dire que son père est très présent et puis les valeurs, elles sont simples. Son père, il le répète. Je le voyais, tu sais, on le voyait aux nouvelles, il est passé à Bondy, son père qui disait il n'y a pas de superstar chez nous. Tu sais, il y a cette idée d'humilité et de travail. C'est les deux trucs. Et puis, un esprit familial très, très solide. Et c'est les deux points communs, en fait, qu'on a entre Zinedine Zidane et Kylian Mbappé. Et on voit que c'est des formules qui fonctionnent, en fait. Il y a le travail, l'humilité et des valeurs familiales au centre de la chose. Et ça marche. Et tu as dit que tu avais vu ça aux nouvelles. Ouais. Et tu nous racontes que tu as 20 et quelques années. Mais aux nouvelles, on disait ça il y a 100 ans. C'est mon côté vintage. Ce qui est passé par le Canada, on dit peut-être ça là-bas. Mais je me suis dit, si je disais les news, j'allais vous perdre les deux. Je vais t'aider. Un petit peu quand même, Roman. Je n'ai pas beaucoup plus que vous. Kylian Mbappé, justement, avec Mouloud Achour dans Click X, s'était exprimé sur Zinedine Zidane. Quand j'étais petit, il y avait une autre idole, c'était Zidane. Est-ce que c'est vrai que tu allais demander au coiffeur la coupe de Zidane? Ouais, à cette époque-là, je captais pas, j'étais un peu dans mon monde. Donc, ce qui fait que, vraiment, je voulais faire la même coupe que lui. Parce que quand vous aimez un joueur, vous voulez tout faire comme lui. S'il mange des épinards, alors qu'un enfant déteste les épinards, il va manger les épinards quand même. Donc c'est vraiment, je voulais tout faire et moi je savais pas que c'était la calvitie. Donc j'ai demandé à faire un rond et le coiffeur il m'a pris pour un fou. C'est beau, mais en fait c'est un peu ce que vous dites dans vos sketchs, entre guillemets. Roman, il dit la même chose, Kylian. Je voulais la coupe de Zidane. Et pourtant il est plus jeune que vous. Hein. Il a même pas 20 ans encore, Kylian Mbappé, mais il a traversé le temps. Il traverse le temps, Zinedine Zidane. Un joueur comme Kylian n'a pratiquement pas connu Zidane joueur. Je crois pas d'ailleurs, pas du tout, quasiment pas. Et pourtant il était fan de Zidane. C'est dingue de traverser
traverser les générations comme ça. Il y a la légende, il y a une réputation qui suit le... Si tu t'intéresses au foot, c'est sûr que tu vas aller regarder. Et puis si tu es allé le regarder, tu es forcément amoureux, ou un autre mot, de son jeu. Complètement. Tu es amoureux de son jeu, tu es amoureux de son toucher de balle, tu es amoureux de sa conduite de balle, tu es amoureux de ses dribbles, enfin de ses feintes et de ses dribbles, parce que c'est plus complexe. Si on était une émission super technique, on ferait la différence entre feinte et dribble. Pourtant, il avait fait un bon geste tout à l'heure, il avait mis comme ça. Je l'ai. Il n'y avait pas de ballon aussi, donc calmez-vous. Mais c'est exactement ça, c'est le geste de Zidane. Parce que Zidane fait toujours une feinte, parce qu'il a des jambes, il n'est jamais droit, il est toujours comme ça. Et donc ça fait toujours une feinte de corps pour l'adversaire, et derrière, il enchaîne sur un dribble. Mais ça, c'est pour jour de foot. C'est pour jour de foot, exactement. Alors oui, il y a le côté positif, évidemment, de Zizou, ce qu'il a pu gagner, ce qu'il a pu faire, apporter à la France. Il y a aussi un côté obscur, entre guillemets. On va se remémorer cette phrase mythique prononcée par Thierry Gilardi à l'occasion de la finale de la Coupe du Monde en 2006 contre l'Italie. Pas ça, Zinedine. Pas ça, Zinedine. Non. Oh non. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Aïe, 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 aïe. C'est dingue parce que vous étiez en train de donner les mots de Thierry Gilardi. Vous la connaissez par cœur, on la connaît tous par cœur. Parce que c'est Zidane. On connaît cette phrase par cœur parce que c'est Zinedine Zidane qui, ce jour-là, termine d'ailleurs sa carrière sur ce coup de tête en finale de Coupe du Monde, alors qu'il met une panenka à Buffon quelques minutes plus tôt. La France perd au tir au but derrière cette finale de Coupe du Monde. Même Thierry Gilardi, à l'époque, prend l'ampleur et la mesure de ce geste-là en se disant « Mince, c'est Zidane qui fait ce geste-là et ça va faire le tour de la planète. » Et puis on sait que c'est son dernier match, et puis on sait que sans lui, ça va être très difficile de gagner. À ce moment-là, vous qui avez regardé la finale de la Coupe du Monde, Charles également, ça vous a surpris de voir un tel geste? Parce que oui, il avait eu quelques gestes comme ça dans sa carrière, mais comme n'importe quel footballeur qui peut être énervé sur un terrain. Neymar se prend des tacles toutes les semaines. Bon, il peut être un peu énervé, irrité de s'en prendre. Zidane a eu quelques coups de sang dans sa carrière, mais est-ce que ça vous a surpris qu'il ait eu ce coup de sang à ce moment-là? Moi, le sentiment, je me souviens, c'est que je vois ça et je me dis, en fait, il y a des choses plus importantes que le foot. C'est un humain avant d'être un footballeur. Et ça, c'est une révélation qui m'a fait du bien avec le recul. Où je me dis, bah, en fait, voilà, il est plus qu'un footballeur. Il y a des moments donnés. Là, il s'est dit, bah, je vais être plus humain que professionnel. Est-ce qu'il avait raison ou pas? C'est pas à moi de le juger. Hein. Mais on le provoque pour des choses qui sont en dehors du football. Il a répondu pour en dehors du football. Et à ce moment-là, vraiment, moi, je me dis, je me suis dit, j'ai vu l'homme. Il y a des choses avec lesquelles il veut pas qu'on joue, sa famille notamment. Et bah, ça, c'est plus important que le football pour lui, même si tu es en finale de la Coupe du Monde. Et je trouvais que c'était quelque chose d'assez positif, en fait. J'en ai retiré du positif. Je me suis dit, bah, regarde, tu es en finale de la Coupe du Monde, l'événement le plus fou pour la majorité des gens, et la famille passe avant ça pour lui. Et à ce moment-là, je me suis dit, ah, bah, il a probablement raison. Après, j'aurais souhaité un autre destin. J'aurais souhaité qu'il se contrôle et qu'il nous mette un but et qu'on la gagne et qu'il gagne 2 Coupes du Monde. Mais avec le recul, je me suis dit, la leçon, elle est... Quand tu le réfléchis, alors oui, c'est un mauvais exemple pour les jeunes, etc. Mais en le réfléchissant, tu te dis, bah ouais, il y a plus important que le foot. 12 ans après, avec le recul, Charles, ce coup de sang, vous l'expliquez ou pas? Oui. Est-ce que ça humanise effectivement Zinedine Zidane? Je l'explique parce que je pense que si on avait eu affaire à Materazzi à ce moment-là de la vie du foot, où ne pas oublier qu'on est quand même à la 110e minute, qu'on est au bout d'une Coupe du Monde, donc on est fatigué, qu'on peut avoir des réactions qui peut être amplifiées par rapport à, et qu'on n'a pas moins le contrôle de soi. Oui, moi je n'ai même pas à l'excuser, à lui pardonner. Ça, c'est pas mon problème. C'est son problème. D'ailleurs, lui dit, il a très bien dit un jour, ça fait partie des choses de ma vie. C'est pas agréable, mais je vais devoir le digérer. Ouais. Et en fait, il n'a fait des excuses qu'à ses copains dans le vestiaire, en rentrant aussitôt après le match. Mais si à nous, on nous disait ce que Materazzi a dit à Zidane, et qu'on ne saura jamais, puisqu'ils sont deux à savoir, et que la vérité, tout le monde a fait semblant de savoir, de connaître, et ça, on ne la connaît pas. Ouais. On ne sait pas ce qu'il a dit. Mais si on la devine un peu, on aurait eu une réaction, bien évidemment.
on aurait donné ce coup de tête-là. Et peut-être, ça, c'est autre chose de moins grave, que s'il n'avait pas mis la Panenka à Buffon, c'est-à-dire que Buffon, je ne sais pas si vous vous souvenez des images, il est fou furieux d'avoir pris ce penalty comme ça. Et quand il y a l'incident que Buffon a vu, parce que Buffon, il est face au jeu, et il a vu le coup de tête, il a couru comme un malade auprès du quatrième arbitre, parce que c'est le quatrième arbitre qui a vu sur l'écran, hein, personne d'autre n'avait vu, hein, pour hurler. Et si Buffon était resté dans son but, je ne suis pas sûr qu'il y ait eu carton rouge, et je ne suis pas sûr qu'on serait revenu là. Et il serait resté dans son but s'il n'avait pas pris la Panenka. L'histoire, on peut la réécrire de 1000 façons. Mais en tous les cas, moi, mais à ce moment-là, on se dit effectivement, ce n'est pas un robot, comme vous dites, Roman. Et oui, ça humanise quelque part un peu le personnage. Ça humanise la personne. Ouais. Avec le recul, c'est pas quelque chose avec lequel je suis 100% mal à l'aise. Je trouve que la leçon, elle est intéressante. Les joueurs qui jouent avec lui, moi, je leur pardonnerais d'être mal à l'aise. Ah bah oui, ça oui. Parce qu'ils allaient peut-être gagner la Coupe du Monde, bah oui. Évidemment. Et qu'ils l'ont perdue. Ah bah oui. Là, c'est... Ah bah oui. Il y a quand même la moitié du vestiaire qui ont fait la gueule. Ah bah c'est sûr. Ouais. Messieurs, on va terminer là-dessus, sur 3 photos que je vais vous montrer, et vous allez me dire quel était votre sentiment à ce moment-là, ou qu'est-ce qu'on peut en conclure et en tirer de ces différentes photos. La première, c'est une de nos confrères de l'équipe. C'était après l'annonce de sa fin de carrière internationale. Il décide de revenir en août 2005. Il le déclare à l'époque avec Claude Makélélé et Lilian Thuram. « Ok, je reviens pour aider l'équipe de France à se qualifier pour la Coupe du Monde 2006. » Charles, ça nous avait surpris parce qu'il avait arrêté après l'Euro 2004, après un échec à l'Euro, et il revient à la compétition. On a parlé cette semaine de ça, parce que je me doutais qu'on allait avoir la une de l'équipe, il revient, qu'on a tous on a l'impression que c'est le Christ qui revient à la vie. C'est vrai. Il m'a expliqué pourquoi il est revenu, tout simplement. Parce qu'il s'ennuyait. Il s'ennuyait parce qu'à chaque fois qu'il y avait un match international, tous les autres joueurs partaient en sélection et que lui, il y allait plus. Avec les jeunes, lui. Et lui, il restait là. Il n'y avait personne pour s'entraîner. Et donc, ça l'a ennuyé. Après, il y a eu l'influence de Vieira, de Thuram et de Makélélé. Mais c'est surréaliste, cette histoire, quand même, hein, où ils vont dans un salon au Georges V pour parler avec Domenech. Domenech sort, Domenech rentre, Domenech dit « tu peux sortir, tu peux rentrer ». Et finalement, il va imposer beaucoup de choses, ne serait-ce que Barthès dans les buts. Mais il revient, c'est vrai que pour nous tous, mais c'était bien, quoi. Voilà, c'était sa place. Il était parti, d'accord, mais c'était sa place. Il avait encore à donner à cette équipe de France. Et oui, pour les fans de foot, pour le fan de foot que je suis, moi, voir revenir Zidane en compétition en équipe de France, ça... Rien que sur les consoles, c'était important de l'avoir aussi en équipe de France. Parce que moi, je joué, mais il n'y était plus. Et pour le Stade de France. Il jouait contre la Côte d'Ivoire. Je crois qu'il y avait 15 000... Alors, c'était pas au Stade de France, c'était à Montpellier. Ah oui, c'était à Montpellier. Enfin, il gagne 3-0 contre la Côte d'Ivoire. Il y avait un tiers des billets vendus. Et une heure après, c'était plat. La billetterie. Autre image et autre une de l'équipe, justement. On s'est souvent cherché un successeur à Michel Platini. C'était Zinedine Zidane. On se cherche toujours un successeur à Zinedine Zidane. Yoann Gourcuff est peut-être celui qui s'en rapprochait le plus dans le jeu, dans l'élégance, quand il était au Girondins de Bordeaux, la fameuse année où Bordeaux a terminé champion de France, il y a une dizaine d'années. Premier match, il met 2 buts en équipe de France aussi, un top but de loin, mais on lui a monté la tête avec ça, le pauvre. Moi, je sais pas s'il faut partir en quête du successeur, être le nouveau Zidane, c'est impossible. Et puis même faire des gens, leur donner le statut où ils sont là pour remplacer des gens, tu les mets pas dans les meilleures dispositions pour exceller. Il faut leur dire, t'écris une nouvelle page et j'espère qu'elle va être aussi belle que ce que des gens ont pu faire. Entièrement d'accord. C'est la même chose que dans l'art, quoi. Bah ouais, on va pas chercher le successeur de Picasso ou le successeur de Beethoven. Attends, chacun fait son truc. Il n'y en a qu'un. Et puis j'ai le sentiment que, alors ça c'est un peu irrespectueux pour la personne à qui tu succèdes. C'est un air de dire on tue lui et maintenant on remplace. Comme si ce que tu avais fait, maintenant c'est lui qui le Enfin, il y a quelque chose de on tue celui qui était avant toi et c'est toi, et toi on te tuera pour te remplacer. Et la personne qui arrive, on lui dit au mieux, tu seras le deuxième lui. Et c'est pas la meilleure disposition pour mettre
Moi, j'aime pas trop cette idée de on Reste à succède. savoir qui sera le successeur de Karim pour présenter Il y en a cette pas. émission. Mais il n'y en aura pas, il n'y en aura pas. Dernière image, messieurs. Zinedine Zidane, on le sait, il a des origines kabyles en Algérie. Il n'a pas souvent brandi le drapeau algérien, Zinedine Zidane, mais pourtant, il l'a quelquefois dit et fait. Il a assumé ses origines. Il avait fait quelques voyages d'ailleurs en Kabylie. Il ne chantait pas la Marseillaise, pas forcément la Marseillaise, au début de sa carrière internationale d'ailleurs. Et pourquoi lui, on lui pardonne plus facilement, on n'insiste pas sur ses origines, alors que parfois, un Karim Benzema, par exemple, qui pourrait brandir le drapeau algérien en finale de Ligue des Champions, on le lui reproche. Tu dis pourquoi on On disait quand on était petit, on est un con. Ce sont les cons qui reprochent à Benzema ou qui reprochent à d'autres. Bien sûr que pourquoi il ne serait pas avec son drapeau. Sur moi, sur ma voiture, j'ai un drapeau breton. Breton, bien sûr. Voilà. Quand il faut manifester pour que Nantes soit rattachée à la Bretagne et pas détachée comme on vient de le faire, j'ai un drapeau breton et j'y vais. Ça n'a pas le même impact que la question que tu poses. Mais je veux dire, pourquoi il aurait honte que son père soit né en Kabylie? Ben oui, il est français et algérien, tu peux être les deux en même temps. Après, je ne sais pas si son palmarès a fait que... Il a une certaine immunité, c'est-à-dire presque tout faire. Oui. Après, Benzema aussi, on est... Les cons n'osent pas tout. Donc ça. Ils n'ont pas osé toucher. C'est ça, il était intouchable. Et puis il y a une forme aussi, c'est ça aussi, moi c'est pour ça que j'aime bien son silence un peu avec les médias, c'est qu'il a une telle discrétion. C'est difficile de s'attaquer à ce monsieur-là et à son image quand dans les médias il est discret, humble et respectueux aussi. Donc je sais pas. Quand il est comme ça. Pas que dans les médias. Exactement, il doit très certainement l'être en dehors des caméras, mais c'est vrai que faut quand même être imbécile pour reprocher à quelqu'un une origine, quoi. Pendant une heure, on a parlé d'une légende du sport, on va parler d'une légende du stand-up, Roman Frécinet. Une légende en devenir. Vous êtes en ce moment au Flow. Roman, ça se passe bien jeudi, vendredi, samedi? Tous les jeudis, vendredi, samedi, ouais. On va avoir un extrait d'ailleurs, on vous voit ici à l'affiche, on le voit ici, au Flow. Ça se passe bien? Ça se passe très bien. Très heureux, on est complet tout le mois d'octobre. Donc c'est super, on a plein de... Pourquoi ce titre d'ailleurs, alors, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Vite, alors. En très rapide, parce que c'est un spectacle un peu en réaction. Donc je me suis dit, bon, voilà ma perception du monde. Alors, qu'est-ce que je décide de raconter aux gens? Alors, qu'est-ce qui mérite d'être dit? Donc c'est vraiment ça, c'est une réflexion sur l'existence, beaucoup ce spectacle. Et je me dis, bon, voilà le constat qu'il y a sur le monde et la vie et l'existence. Alors quoi? Alors le spectacle. Et puis il y a un jeu de mots sur alors, parce qu'il y avait une volonté d'écrire des blagues un peu précieuses, sans mauvais jeu de mots. Mais essayer de dire, bon, est-ce qu'on peut faire des blagues un peu esthétiques? L'humour est souvent accroché à quelque chose d'un peu gras. Est-ce qu'on est capable de faire des blagues un peu élégantes? Donc c'était un peu ça ma volonté. Donc je trouvais qu'alors c'était... On sait que vous êtes fan de foot. Si vous voulez savoir si Roman Frécinet parle de foot ou de Zidane, allez voir son spectacle au Flow, jeudi, vendredi, samedi. Et vous allez rire. Je vous le promets, vous allez rire. Merci beaucoup, Roman Frécinet, d'être venu. Merci pour l'invitation. Dans cette première de Click Sport. Merci, Charles, également. Bon moment. Bon moment, pareil. Moment très sympa pour parler d'une légende du sport. On reviendra très vite sur Click TV pour parler d'une autre légende du sport. Ça va être compliqué de mettre la barre aussi haute que Zidane, mais il y en a d'autres, des légendes dans d'autres disciplines, et on va se régaler à en parler et raconter ces différents personnages avec des regards bien différents. Merci Roman, merci Charles, et à bientôt. Ciao.